Nous abordons à présent cette présidentielle, effectivement, du 28 décembre prochain. Quels sont les enjeux, les défis, mais aussi les perspectives de ce scrutin présidentiel qui doit se tenir dans un contexte, nous le souhaitons, apaisé dans notre pays. Alors, Mohamed Bari, je commence par vous. Quelle lecture on peut faire justement des enjeux aujourd'hui par rapport à cette présidentielle-là? Oui, je pense que l'élection présidentielle également du 28 décembre, quand même, a tout son sens en termes d'enjeux parce que il y a assez de d'angles qu'on peut aborder comparativement également aux autres séances électorales qu'on a connues dans l'histoire politique de la Guinée, parce que tout simplement, il faut dire quand même que le premier aspect quand même qu'il faut parler également en termes d'enjeux, c'est que l'élection du 28 décembre 2025 s'invite également avec une nouvelle cartographie de la vie politique de la Guinée, c'est qui est quand même un fait nouveau, parce qu'il faut rappeler que on était dans une sorte de cartographie politique où quand même il y avait assez de laisser-aller, on n'avait pas de possibilité à mesurer l'état de santé de nos partis politiques. Donc grâce à la prise de responsabilité du CNRD sous la clairvoyance du général Mamadi Doumbouya, on a assisté à cette évaluation des partis politiques. Vous le savez, avant ça, on avait quand même des partis à pas plume, des partis à sac, des partis appendices, des partis qui étaient construits sous la configuration ethno-stratégique, donc qui faisait que le discours politique ne pouvait pas évoluer. Donc aujourd'hui... Vous pensez, Mohamed Bari, que cette élection intervient dans un contexte de reconfiguration de la cartographie politique, où on a deux grandes justement, j'en viens. La vieille garde et la classe émergente de la jeunesse. Donc cette nouvelle configuration, quand même, nous a permis de faire une certaine décantation. C'est que la grandeur des partis politiques, ce n'est pas le fait qu'ils s'associent à une région ou à une ethnie. La grandeur des partis politiques, c'est le respect des textes que résistent également les partis, notamment la charte des partis politiques et autres. Donc aujourd'hui, avec cette élection présidentielle, nous assistons à une nouvelle configuration, parce que quand vous prenez sur la liste des candidats qui sont annoncés, même si pour l'instant ce n'est pas à nous, il faut le préciser, de procéder à la publication de la liste des candidats retenus, mais sauf que quand même il y a des noms qui reviennent dans la presse, les prétendants sur lesquels quand même vous allez me permettre de revenir sur cette liste. Nous avons en premier le général Mamadi Doumbouya qui est candidat indépendant, en deuxième nous avons Dr Ousmane Kaba du PADES, nous avons en troisième également Lansana Kouyaté du parti PDN, nous avons le quatrième candidat Dr Ben Youssouf Keita de NFD, il y a aussi Dr Faya Milimono du BL, Abdoulaye Keita Kourouma du RRD, Abdoulaye Yero Baldé, ancien ministre de l'enseignement supérieur sous le régime d'Alpha Condé. Également, nous avons également notre invité qui est avec nous ici dans cette émission, Mohamed Namé, au compte du parti Nabé, également au compte du parti ARP. Et puis nous avons, sans oublier également, ce jeune politique Kernoya Diallo qui porte également l'étendard de Guinée moderne, et puis Alpha Condé 2, le fameux candidat. Donc, quand vous faites l'autopsie de cette liste, nous avons quand même la vieille garde. Vous avez bien fait de préciser que cette liste, ça c'est au regard de ce que nous voyons sur les différentes plateformes, mais aussi dans les médias, et aussi elle n'est pas exhaustive. Voilà, ce n'est pas à nous de... Et encore moins les chapelles politiques ou indépendantes, sans oublier, sur lesquelles les uns et les autres sont censés partir. Oui, sans oublier ça, la dame, revient sans oublier l'ancienne ministre également, Makale, Camara, la seule femme pour la cause de l'élection présidentielle. Alors quand vous passez cette liste de prétendants, même si elle n'est pas exhaustive, c'est qu'on a la vieille garde politique qui tient le bout, qui résiste malgré cette nouvelle configuration politique. C'est les générations de Dr Faya Milimono, de Lansana Kouyaté et même également d'Ousmane Kaba. Et puis vous avez également cette nouvelle génération politique de la Guinée qui s'exprime également sur cette liste. Donc les Abdoulaye Kourouma, les Yerobaldé, les Yaya, et puis la dame également qui vient avec notamment le JAR qui fait que la femme participe. Donc pour moi aujourd'hui, l'avantage de ces élections, c'est que l'élection présidentielle intervient avec cette nouvelle cartographie politique et qui montre à suffisance aujourd'hui qu'il faut mettre l'accent sur le projet de société dont on va parler. Mais aujourd'hui, il faut dire quand même que cette réconfiguration-là prouve à suffisance qu'on est en train de tourner la page de la vieille garde politique en Guinée, pas en leur interdisant de participer, mais quand même en leur donnant la possibilité, parce qu'aujourd'hui, les partis qui sont censés participer à la course dont ils ne sont pas aujourd'hui n'ont pas été exclus parce qu'on doutait
de ces partis en termes de capacité à empêcher peut-être tel ou tel d'accéder au pouvoir. Mais plutôt, ces partis-là n'avaient pas réuni les conditions. n'ont pas réuni des conditions suite à l'évaluation des partis politiques, notamment le texte prépondérant qui régit le fonctionnement des partis politiques. Donc il y a la charte politique. Donc pour moi, c'est le premier angle qu'on peut aborder va la parole de ces élections présidentielles. Justement, les enjeux de cette présidentielle du 28 décembre prochain. Alors sur le plan politique, Mohamed Bari a été suffisant par rapport bien sûr à cette nouvelle configuration de la classe politique, par rapport aux prétendants, en tout cas aux aspirants à cette élection présidentielle. Mais il y a aussi d'autres enjeux, les enjeux de développement de la Guinée et on va dire le contexte en tout cas dans lequel va se tenir cette élection présidentielle. Le contexte, il est quand même important parce que l'enjeu est de taille. Aujourd'hui, avec toute la géopolitique du monde et la géopolitique sous-régionale, aujourd'hui, nous nous rendons compte que nos pays ont besoin quand même de stabilité d'abord et de développement. Et donc, moi, je pense que le message est clair. On est dans un contexte, M. Mohamed Bari l'a dit, de reconfiguration. C'est inédit. On est dans une phase de transformation. Il y a, comme un grand penseur le disait, que rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. On est dans une transformation profonde. On est dans une transformation profonde et c'est naturel. Les gens vont dire, écoute, c'est les mêmes gens qu'on voit aujourd'hui créer tel mouvement, tel... Mais le contexte est là. C'est les mêmes personnes. Il n'y a pas de nouveaux Guinéens dans l'espace. On ne va pas faire renaître de nouveaux Guinéens avec Mamadi Doumbouya. C'est les mêmes acteurs. Et ça, c'est humain qui se transforme aujourd'hui parce qu'ils sont conscients. On est face à un enjeu de reconfiguration de notre espace politique. Et c'est bénéf. Les discours vont évoluer. Ils vont s'axer sur le développement, sur la démocratie, sur la liberté, sur ce qu'on peut apporter aux Guinéens. Et c'est ce discours dont on a besoin. Nous n'avons plus besoin de revenir en arrière. On n'a plus besoin de la vulgarité, de la violence. Quand les campagnes arrivent, on a tous peur. Il faut acheter 2 sacs de riz, 3 sacs de riz, mettre à la maison pour des réserves. On a l'impression qu'on prépare même la violence, les populations à la violence, à les opposer les uns et les autres. Donc moi, je pense que tout ça commence à changer. Je me rappelle, il y a 4 ans, 5 ans, pour le référendum et les élections présidentielles passées, vous avez toute la violence qui a caractérisé ce processus. Il y avait une psychose. Vous savez, tout ce qu'on vit là, tout ce qu'on vit a été créé par ceux-là qui géraient et ceux qui sont opposés. Ceux qui géraient ont fait des erreurs par rapport à leur opposition. Leur opposition aussi ont fait une erreur. Parce qu'un opposant se prépare à dire « j'empêcherai tel de gouverner » et que l'autre aussi empêche l'autre aussi de s'opposer, pas de façon galante, pas de façon républicaine, pas de façon citoyenne. C'est ce qui était mauvais, ça, polarisé. C'est tout ça qui donne aux yeux de la légitimité que nous vivons. Et c'est ce qui fait que les gens adhèrent massivement aux idéaux du général Mamadi Doumbouya, qui axe, je pense qu'il va axer toute sa dynamique sur la modernité et le développement. Et c'est ce que les Guinéens ont besoin. La stabilité d'abord, vu le contexte géopolitique dans lequel on est, et sous-régional. On a le terrorisme un peu partout. Et nous, on est une bénédiction, on est un paradis, Dieu nous protège. On n'a jamais connu tout ça. Il faut consolider cela, il faut stabiliser, il faut apporter le développement aux populations. C'est ce dont on a besoin dans cette campagne. Tout à fait. Oui, Bella Kamano. Oui, je prends la parole. La balle au rebond. Je prends la parole, pas pour répondre aux attaques très ciblées de mon cher Bari à l'endroit donc des acteurs politiques guinéens, mais aussi cette narration, en quoi sa communication, cette narration au vitriol contre les partis politiques. Comment? Non, mais c'est un fait. Mais plutôt, je prends la parole pour un peu aller dans l'autre sens, parce que les partis politiques ont quand même contribué à l'ancrage de la démocratie dans notre pays, qu'ils aient été des partis appendices ou qu'ils aient été des partis à sac ou des partis cabines téléphoniques. Ils ont quand même contribué à l'ancrage de la démocratie dans notre pays. Tout à fait. C'est vrai qu'à un moment donné, ces partis politiques ont poussé les populations à les rejeter à travers donc des fausses promesses, à travers des manifestations très violentes, à travers des discours très hostiles à l'unité nationale, à travers des comportements de certains leaders politiques qui ne servaient pas d'exemple. Ça, il faut le reconnaître. Mais de l'autre côté, il faut aussi saluer leur contribution majeure à l'ancrage de la démocratie dans notre pays. C'est là où d'ailleurs je salue le travail qui a été fait pendant donc cette transition par
le ministère de l'administration du territoire, un travail qui a été fait avec beaucoup de courage, parce qu'il fallait du courage à cette époque pour quand même s'attaquer à cette ruche. Quand je dis ruche, vous savez, une ruche, quand c'est plein d'abeilles, dès que vous y touchez, vous êtes automatiquement répondu par des piqûres. Ouais. Alors, c'était une ruche. Le MATD a quand même osé le faire. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec un répertoire de partis politiques et des acteurs politiques qui sont quand même en règle avec la charte des partis politiques, contrairement à ce que beaucoup ont avancé dans ce pays. Ouais. Ce n'était pas une opération qui ciblait un parti politique, encore moins, voilà, encore moins une opération qui ciblait un acteur politique. C'était une opération qui avait concerné tous les partis politiques qui se disaient à l'époque être en règle. Alors, après vérification, ceux qui ont réussi quand même à traverser cette période difficile se sont retrouvés avec des certificats d'aptitude. Alors, aujourd'hui, il faut quand même saluer tous ceux qui ont réussi quand même à se plier donc, aux décisions donc, des autorités et qui ont réussi à passer l'examen haut la main. Nous avons donc une liste de 125 partis politiques, sauf erreur. Oui, à l'issue de l'évaluation. Des 2 ans d'évaluation, les 125 partis politiques sont aujourd'hui en règle, totalement en règle. Alors, pour nous, il n'est plus question de diaboliser les partis politiques, encore moins les acteurs politiques. Ouais. Pour vous, déjà, les partis politiques qui sont en règle sont à féliciter au regard des efforts qu'ils ont eu à faire pour respecter la législation en vigueur. Bien sûr, et il faut les encourager à aller désormais dans le sens de construire l'unité nationale, dans le sens de maintenir la paix, dans le sens de contribuer de nouveau à l'ancrage de la démocratie dans notre pays. Oui, c'est important ce que vous dites parce que la Constitution elle-même consacre la pluralité politique. Bien entendu. Aujourd'hui dans notre pays, et donc le nombre de partis politiques exprime quelque part, même s'il n'y a pas d'unanimité, une sorte de vitalité de la politique, de l'exercice démocratique dans notre pays. Mais Barry l'a rappelé, aujourd'hui il y a une démarcation claire que nous constatons entre la vieille garde politique et la nouvelle classe politique qui émerge à l'issue de ces évaluations et à l'issue de ce que nous constatons aujourd'hui comme animation politique. Oui, bien sûr. Vous savez que de par le passé, les partis politiques étaient gérés par des ministres, pas des ministres limogés, mais des ministres qui n'étaient plus en fonction. Quand c'était une couverture politique. Les ministres se prévalaient donc de ces partis politiques pour se couvrir, échapper donc aux poursuites judiciaires, parce que lorsqu'on est président de parti politique, généralement on bénéficie de cette couverture médiatique tous azimuts à chaque fois que quelque chose vous arrive, un acte ou que quelque chose vous arrive, les médias courent vers vous pour en faire un battage médiatique emphatique. Alors beaucoup donc ont pensé que le meilleur abri après avoir été ministre, après avoir commis des bavures lorsqu'on était en fonction, c'était d'aller se porter à la tête d'un parti politique. Alors cette génération, petit à petit, est en train de disparaître pour laisser place à une jeune génération de jeunes acteurs politiques qui commencent par le point zéro pour, dans l'espoir quand même d'aller au point X. Alors c'est la différence aujourd'hui. De l'autre côté, il faut quand même constater aussi que la gente féminine est beaucoup moins présente. Oui, et c'est ce qui est curieux d'ailleurs. Moins présente, alors que la moins présente une part belle de femmes. sur la scène politique. C'est le cas, par exemple, lorsque vous parcourez la liste des prétendants à cette élection présidentielle. La liste qui reste très très partielle. Oui, vous n'en trouverez que Makale Camara, pour le moment. Du parti à part elle, je n'en connais pas. Et c'est une dame qui le mérite pour avoir été ministre et pour avoir été déjà candidate à une autre élection. Elle a quand même l'expérience politique et elle a affronté une expérience aussi électorale dans notre pays. C'est une ancienne ministre, il faut le rappeler. Alors, vous avez aussi parmi eux ceux qui ne sont pas de la nouvelle génération, mais qui n'ont jamais été ministres. C'est le cas, par exemple, de Bouna Keïta. Je ne sais pas si sa candidature est effectivement déposée. Il y a Faya Milimono aussi qui n'a pas encore été.
Mais il y a aussi l'arrivée des hommes d'affaires, qui sont donc dans l'entrepreneuriat. Vous voulez parler d'Alpha Condé 2? Non, je ne parle pas d'Alpha Condé 2. Je parle d'un ami que je connais bien. Il s'agit d'Ansoumane, qui n'est pas aussi à sa première expérience électorale, alias Ousbi, qui a été... il a déposé sa candidature? Oui, il a déposé sa candidature. J'ai aussi vu sur sa page l'image de son reçu, le reçu de sa caution. Du dépôt de caution. Il y a quand même des jeunes comme Aboulay Kourouma, que je connais bien, tout à fait. qui est aussi à sa deuxième expérience d'élection présidentielle. Je dis après 2010. Après 2010. C'est un jeune 2015. C'est un jeune de la 2015. 2015, vous voulez dire? 2015, il a été candidat à la commune. 2010. C'est en 2020. Non, 2020 plutôt. C'est en 2020 qu'il avait candidaté. Lors du deuxième mandat d'Alpha Condé. Mais il avait déjà été député. Ah, ok. Non, Aboulay Kourouma a déjà été député. Il a été député. Il n'est pas à sa première expérience électorale. Donc c'est un jeune de la vieille garde. Non, c'est un jeune. C'est un jeune. Non, il est... Aboulay Kourouma est un jeune. Il n'est pas moi plus âgé que moi. Moi, je parle de... Voilà. Donc, c'est un jeune de la nouvelle génération. Ouais. Vous avez aussi un autre ami, Mori Kaba, qui est à la tête du parti AGN, qui a aussi déposé sa candidature. Alors, lorsque vous mettez tout ce beau monde dans le même panier, vous vous rendrez compte que la nouvelle génération est plus nombreuse que l'ancienne génération. Mais ce qui ne veut pas dire que l'ancienne génération est en train aussi de disparaître. Parce que vous voyez que notre frère Bouna, qui était candidat en 1993, Bouna Keita a été candidat en 1993. Hein? Il n'est pas à sa première expérience. Et c'est vrai, les gens... En 2010 également, il était candidat. En 2010, il était candidat à l'élection présidentielle. Alors, c'est vrai que beaucoup lui reprochent son niveau donc, pour le moment, quand même... c'est quand même un acteur... Il est constant, vous voulez dire... Il est constant, c'est un acteur dans la politique. participation à l'élection présidentielle, quand même, ça a assez d'implications, des implications financières surtout. Alors, il y a d'autres dimensions, notamment de cette élection présidentielle, que je voudrais relever. Bon, je ne sais pas si le temps nous permet d'aller dans les analyses, parce qu'il faut dire qu'en plus de la configuration politique, de la cartographie politique, il y a quand même d'autres enjeux, pas des moindres, dont je vais citer trois, parce que je ne sais pas si on a le temps. C'est un peu cette question. Quel discours de campagne il faut avoir lors de cette élection présidentielle? Parce qu'on a vu malheureusement des acteurs politiques dans le passé de la Guinée qui ont brillé dans des discours qui n'étaient pas basés sur, par exemple, l'apaisement, des discours de va-t-en-guerre. On a vu en 2010 avec cette histoire d'eau empoisonnée et qu'est-ce que ça nous a coûté en termes de fracture sociale. Donc je me dis qu'il faut beaucoup plus de responsabilités dans les discours qui seront tenus lors également de la campagne de cette élection présidentielle, parce que ça compte beaucoup. Et l'autre chose, il faudrait que ces discours-là soient portés sur le projet de société. Parce que pour moi, on va me dire que, voilà, est-ce qu'il y aura une possibilité de faire campagne au regard des infrastructures ou des réalisations déjà amorcées par le CNRD? Moi, je me dis que non, la Guinée en a encore besoin. La Guinée a aussi assez de défis qu'il faut relever. Donc, il faut que les candidats qui seront retenus à l'élection présidentielle puissent nous sortir des nouvelles propositions, outre que ce qui est proposé déjà par le CNRD, pour faire en sorte quand même que la Guinée puisse avancer. Et l'autre chose, c'est que, un peu, c'est le rôle qu'il ne faut pas aussi négliger des médias à jouer également dans la gestion de la communication politique pendant cette campagne. Parce que c'est vrai qu'un candidat peut se tromper dans l'euphorie de lâcher un certain nombre de mots. Il faut que les journalistes brillent dans la responsabilité. C'est vrai qu'on est appelé à porter l'information, mais une certaine information, si vous savez que ça peut avoir notamment des conséquences sur l'aspect social de la vie nationale, il faut avoir de la responsabilité sociale de s'abstenir à diffuser ces informations. Donc pour moi, cette élection, il faut que la campagne puisse résulter cette progression positive de la Guinée sur le plan matériel et sur le plan notamment du développement, mais aussi il faut que l'intrinsèque de ceux qui aspirent à diriger la Guinée puissent être quand même des candidats capables de nous proposer des discours, c'est-à-dire nouveaux, pas les mêmes discours qu'on a connus, parce que pour moi, aujourd'hui, je voudrais bien entendre notamment certains candidats venir passer sous scanner peut-être le bilan peut-être du CNRD pour dire, moi je vais par exemple proposer un nouvel chemin de fer
Conakry, Cancan par exemple qui existait, ou d'autres aspects de la vie nationale, pour faire en sorte quand même que le débat soit porté uniquement sur l'amélioration des conditions de vie des populations et pourquoi pas la réponse apportée par les candidats là sur les aspirations du peuple de Guinée. Tout à fait. Alors Bella Kamano, Mohamed Bari, certainement, vous l'avez vu, aujourd'hui la question c'est face à ce savant mélange du point de vue composition de la classe politique aujourd'hui. L'autre enjeu, et qui est très important de préciser, c'est le discours. Le discours aujourd'hui, dans un tel contexte de reconfiguration politique et dans un contexte où nous avons bien sûr ces enjeux sécuritaires aussi qui se pointent donc à nos frontières, et dans un contexte où la population guinéenne a besoin de quiétude sociale et de tranquillité et de stabilité. Donc, quelle doit être l'orientation des uns et des autres dans les différentes sorties qu'ils auront à faire? Oui, je voulais justement chuter sur l'aspect discours qui doit être tenu par les différents candidats pour maintenir non seulement la paix, mais aussi pour mettre en marche cette démocratie en cette période électorale. Entre la nouvelle génération et l'ancienne génération, il faut quand même saluer l'engagement démocratique de la nouvelle génération, parce que lorsque vous prenez tous ces jeunes de la nouvelle génération, vous vous rendrez compte qu'ils sont aujourd'hui des dirigeants des partis politiques qui détiennent des projets de société. Et à chaque fois qu'ils ont l'occasion de s'exprimer sur les antennes de radio ou sur les plateaux de télévision, ils vous parlent généralement de leurs projets de société. Lorsque vous prenez par exemple le cas de Morikaba, Morikaba a un projet de société. Vous prenez Ablaye Kourouma, il a un projet de société. Vous prenez Guinée moderne, Thierno Yaya, il a un projet de société. À chaque fois que vous les invitez ou vous les écoutez, vous vous rendrez aisément compte qu'ils portent leur discours sur ce qu'ils veulent, ce qu'ils entendent, ce qu'ils ont conçu, ce qu'ils ont comme vision du parti, c'est ce qu'ils défendent. C'est la différence avec l'ancienne génération qui était plutôt dans le factuel. Le factuel en ce sens que, très généralement, l'ancienne génération était beaucoup plus... Dans le repli identitaire. Non, dans les discours, ils étaient beaucoup plus portés sur les critiques. Sur les critiques, pas de avec moins de propositions. Or, lorsque vous êtes un leader politique, vous avez la liberté de ton, vous avez la liberté de critiquer, la liberté d'opinion. Vous avez aussi le devoir, par ailleurs, de faire des propositions. Et des propositions, là, ne doivent sortir que de votre projet de société, de votre vision. Alors, c'est la différence, comme je l'ai dit tantôt, entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Oui, tout à fait. Et parce qu'il y a des questions d'invective aussi, très souvent, où le débat est porté beaucoup plus sur des personnes que sur des propositions concrètes. C'est ce que je dis. C'était des critiques. Si ce ne sont pas les actes du gouvernement qui sont critiqués, à l'époque, c'était plutôt les gouvernants même qui étaient critiqués, sans que celui qui est l'auteur de ces critiques ne fasse des propositions. Aujourd'hui, nous allons vers une élection. Cette élection-là, à mon avis, vous le constaterez d'ailleurs tout au long de 30 jours de campagne, vous constaterez que les jeunes leaders ne parleront que de leur projet de société. Même s'ils doivent critiquer, les critiques seront moins que la vente donc de leur projet de société aux populations guinéennes, donc aux militants et aux électeurs. Pour moi, c'est comme cela qu'on pourra construire notre démocratie. Tout à fait. Je ne suis pas contre qu'un leader politique s'attaque à une gestion ancienne ou à une gestion en cours. C'est aussi le charme de la démocratie, ça. Mais il faut plutôt aller vers le sens de faire comprendre à l'électeur que tu es différent de celui que tu as critiqué.
tu es différent de la gestion que tu critiques. À travers quoi? À travers ce que toi tu proposes à la place de ce que tu critiques. Tout à fait. Et je crois que cette fois-ci, nous allons aller dans ce sens. Oui, parce que nous sommes dans un processus d'une démocratie balbutiante où, en tout cas, il y a des efforts à faire pour que voilà, donc, nous puissions connaître un processus électoral apaisé et qu'au lendemain, par exemple, du scrutin, que chacun aille, en tout cas, vaquer à ses activités et que voilà, qu'il n'y ait pas de psychose au lendemain de l'élection présidentielle. Et cela dépendra du discours que les uns et les autres vont tenir. Effectivement, on est une phase, comme on a dit, inédit, hein, une phase de transformation. Déjà, les discours sont en train d'évoluer. Mais ce qui est important aussi pour moi, c'est que la place de la gestion de notre fracture mémorielle, ça c'est l'histoire aussi. Oui, effectivement. Parce qu'effectivement, beaucoup de partis en Guinée tirent la légitimité de la manipulation de l'opinion publique. Ça, c'est vrai. Quand vous prenez l'histoire de la Première République, d'aucuns confondent même les morts à l'ethnie. D'aucuns te diront c'est notre communauté qui ont été tués au Cambaro. D'aucuns te diront après le 4 juillet, c'est notre communauté qui ont été tués ici et ici. Donc c'est important de profiter de cette campagne, que dans les programmes de société qu'on va nous proposer, que les gens nous fassent sortir leur stratégie pour la gestion de notre fracture mémorielle. Parce que si elle est bien gérée, l'État avance, parce qu'il y a trop de manipulation. Les gens n'ont pas de discours politique hein, sur les questions d'emploi, sur les questions de sécurité, sur les questions de développement durable. Mais les gens ont de l'immigration aussi. Sur l'immigration aujourd'hui, qui va son plein, nos jeunes vont mourir dans les océans. Mais le discours, c'est ma communauté. En se basant sur les fractures mémorielles, créer la haine, manipuler la haine entre les communautés, je dis ça doit cesser. Notre histoire, elle est belle. Elle est faite de déboires et de gloire. Les enfants doivent se battre pour ça. Les discours doivent changer de façon pédagogique. Parce qu'en réalité, aucune communauté n'est un parti politique en Guinée. Tout à fait. Aucune ethnie n'est un parti politique. Aucune famille n'est un parti politique. C'est les idées qui doivent rentrer dans nos salons et dans nos maisons, mais pas la haine. C'est important. Je voudrais rappeler qu'en 2015, par exemple, nous avons eu 2 candidats qui ont marqué leur campagne et qui ont quand même retenu l'attention du public. Il s'agit de Dr Makale Traoré, qui avait bâti sa campagne sur son projet de société en 2015, mais aussi Faya Milimono, qui avait bâti sa campagne sur son projet de société. C'est vrai qu'ils n'ont pas quand même eu le temps de sillonner le pays. Ils n'ont pas eu le temps de sillonner le pays. Ils n'ont pas eu ce qu'ils recherchaient, c'était le pouvoir. Mais ils ont quand même marqué la campagne à travers justement le déroulé de leur projet de société. Oui, effectivement. Et ça les a quand même permis d'avoir ou d'engranger quelques voix dans certains endroits où ils ont pu quand même convaincre les gens, et d'autres même à travers la télé. Alors, pour moi, cette campagne-là, et même au sortir de cette campagne, nous souhaitons que celui qui va être élu, qu'il soit élu sur la base d'un contrat social. Ce contrat-là va être le projet de société qu'il va présenter au peuple de Guinée. Même si nous avons un candidat qui part favori, qui est le général Mamadi Doumbouya, je dis bien il part favori, qui doit à son niveau défendre son bilan, mais qu'il nous présente au moins dans les perspectives un projet de société bien construit, pour consolider déjà qui servira de contrat, voilà, non, qui servira que ce soit maintenant pour consolider ou pour construire à nouveau la Guinée, mais il faut un projet de société qui sera demain un contrat entre lui et les Guinéens, parce que c'est au cours de l'exécution de ce contrat-là qu'il sera jugé, qu'il sera apprécié, que les Guinéens lui tiendront rigueur, que sa légitimité sera quand même assise. C'est sur la base de ce contrat-là que les Guinéens pourront lui dire demain, voilà, c'est pas sur ce projet de société que nous sommes allés voter, ou si nous avons voté ce projet de société, il n'est pas en train d'être mis en œuvre correctement, ou il n'est pas entièrement en train d'être mis en œuvre.